Salut à tous. Moi, c'est docteur Irénée Fautier, médecin neurologue. Dans ce podcast que j'ai intitulé Les anecdotes qui soignent, je vous partage des récits tirés de mon expérience hospitalière. À travers ces histoires vraies, je souhaite vous transmettre des notions médicales assez simples, surtout en neurologie qui est mon domaine, pour vous aider à reconnaître certains signes avant-coureurs des maladies graves. Car mieux comprendre, c'est parfois sauver une vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Solange dans un épisode que j'ai intitulé Ce que Solange ignorait. En fait, Solange ignorait qu'une émotion non exprimée, surtout quand elle est désagréable, peut être aussi dangereuse qu'un enfant enfermé dans un placard. En écoutant cette histoire, vous comprendrez pourquoi je l'ai intitulée ainsi. Je vous prie déjà de vous abonner, partager autour de vous. Vous pouvez vraiment sauver des vies. C'était un jeudi. Vraiment le jeudi de ma première semaine de boulot, après 3 semaines de congé. La semaine touchait à sa fin. J'étais très contente. C'est vrai qu'on a fait 3 semaines de congé. C'est pas facile de reprendre directement le rythme du travail. Donc j'avais un peu la flemme. Mais bon, j'avais tenu le coup. J'avais tenu bon jusqu'à une certaine heure de la nuit. Heureusement pour moi, la garde n'était pas vraiment, il n'y avait pas trop d'urgence. La garde n'était pas très agitée. Et heureusement pour moi aussi, parce que c'était un jeudi, parce que bon, le jeudi, quand tu as les gardes le jeudi, de jeudi à vendredi, donc du coup tu as le week-end libre. Et j'étais vraiment très contente pour cela. Et pour moi, c'était une façon assez soft de reprendre le boulot. Et comme j'ai dit, ce jeudi-là, il n'y avait pas trop d'urgence. Donc, je me suis permise d'aller dans ma chambre, la chambre de garde. Donc, j'étais là, j'essayais de lire quelque chose. En même temps aussi, je veux vous dire, vraiment, j'étais aussi sur mon téléphone, j'étais essayé un peu de surfer là. Et du coup, le téléphone d'urgence a sonné. Et bon, j'ai répondu, bon, oui, allô, ici c'est docteur Fautier, hôpital du Rwanda-Fukistan, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et au bout du fil, c'est un secouriste qui m'annonçait qu'il arrivait dans 30 minutes avec son équipe, accompagné d'une jeune femme de 24 ans qui avait présenté une crise épileptique pendant son transfert vers un autre hôpital. Et dans l'hôpital neurologique, étant, le plus proche étant le nôtre, dont ils ont décidé de faire une escale chez nous pour une évaluation. Alors au préalable, au téléphone, je lui ai posé quelques questions très importante, question pour moi de me préparer, de savoir si Solange avait besoin d'une observation, d'un monitorage temporaire en thérapie intensive. Donc je lui ai demandé si la patiente avait une épilepsie, si elle avait un antécédent de la maladie épilepsie. Il m'a dit non, la patiente n'est pas épileptique, c'est la première crise. Bon, je lui ai demandé quel type de crise, si c'était une crise focale ou une crise généralisée, c'est très important. Et aussi savoir combien de temps a duré la crise. Ouais, parce que plus une crise est dure longtemps, le risque que la patiente puisse refaire une autre crise est très élevé. Et donc, je lui ai demandé, il m'a dit, bon, la patiente, elle a fait une crise qui a duré environ 5 minutes. Et je lui ai demandé, est-ce que la patiente, elle est éveillée? Il m'a dit, oui, elle est éveillée. Et puis, elle est consciente, elle est même orientée. J'ai dit, ok, écoute, une crise de 5 minutes généralisée avec reprise immédiate de l'orientation. Pour moi, c'était un peu, j'ai trouvé ça perplexe en fait. Est-ce que c'était vraiment une crise? Bon, je lui ai posé d'autres questions. Est-ce qu'elle a un déficit neurologique? Vous dire, peut-être elle a une paralysie du bras, ouais, elle a des troubles de langage, c'est très important. Vous comprendrez pourquoi. J'ai aussi demandé c'est qu'elle avait la fièvre. Si elle avait fait la fièvre, elle m'a dit non, elle n'a pas fait de fièvre. Et bon, et j'étais vraiment perplexe parce que une crise de 5 minutes avec orientation immédiate, vraiment, c'est pas le tableau habituel, vraiment. Donc j'ai dit, voyons voir le voir rare, comme on dit au Cameroun. Et bon, attendant, j'ai dit, bon, je vous attends. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que, sur le fait d'avoir posé toutes ces questions aux secouristes, en fait? Parce qu'en fait, la crise épileptique, surtout, je parle de la première crise épileptique, je ne parle pas du patient qui souffre déjà d'épilepsie diagnostiquée, mais une crise épileptique, première crise,
c'est toujours un symptôme. Quand je dis c'est toujours un symptôme, ça veut dire que ça cache une autre maladie. Et c'est très important d'aller chercher quel est le problème. Parce que la crise épileptique peut se présenter dans le cadre d'une autre maladie neurologique. Par exemple, ça peut être un AVC ischémique, ça peut être dû à une hémorragie cérébrale, un AVC hémorragique, ça peut être dû à une encéphalite, une méningite, raison pour laquelle je lui ai demandé si elle avait la fièvre, si elle était orientée, si elle était consciente. C'est très important. J'ai demandé si elle avait un déficit neurologique et tout. C'est très important. Donc, raison pour laquelle j'ai posé toutes ces questions. Ça peut être aussi dû à la prise de certains médicaments, comme effet secondaire de certains médicaments. Par exemple, les médicaments contre les psychoses, ça peut causer, si le dosage est assez élevé, ça peut causer une crise épileptique. Ou bien même encore, la consommation de certaines substances stupéfiantes peut provoquer une crise épileptique. Par exemple, la cocaïne, l'amphétamine, et vous serez étonné, même le manque de sommeil peut vous causer une crise épileptique. Ouais. Alors, tout ce qui va stimuler le cerveau peut vous causer une crise épileptique. Ça, c'est très important de le savoir. Et puis, je vous dirais, il y a aussi un autre type de crise. C'est une crise dissociative. Ce n'est pas une crise épileptique au sens vrai. Okay, ce n'est pas vraiment une crise dissociative, c'est un problème psychique, psychogène. Et je vais vous expliquer. Généralement, un personnel moins expérimenté a tendance à confondre cette crise-là à une crise vraiment épileptique. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de la crise dissociative. Et ça, c'était la parenthèse. Et donc, je voulais aussi ajouter qu'une crise épileptique peut aussi dû à une hypoglycémie. Donc, c'est que pour des personnes qui jeûnent, font des jeûnes prolongés, quand la glycémie est très basse, vous pouvez faire une crise épileptique parce que la principale substance nutritive, la principale substance énergétique du cerveau, c'est le sucre, c'est le glucose. Donc, c'est très important de le savoir. Donc, j'attendais donc Solange, notre Solange avec sa crise épileptique de 5 minutes avec réorientation immédiate. Vraiment, j'étais très impatiente de faire la connaissance de Solange parce que c'était, pour moi, c'était perplexe. C'est pas habituel. C'était étrange pour comprendre un peu. Alors, quand les secouristes sont arrivés, ils sont arrivés avec Solange. Vraiment, Solange, elle ne passait pas inaperçue, hein. Elle avait ses cheveux teints en rouge et bleu. Elle avait des tatouages, des piercings. C'était une très belle femme. En plus de ses tatouages et sa coiffure, ça faisait vraiment remarquer, quoi. Alors, je me présentais auprès des secouristes. Ils me répétèrent la même chose qu'ils m'avaient dit déjà au téléphone. Et ils m'étendit une lettre. Je n'ai pas eu le temps de lire la lettre, donc je me suis arrêtée aux informations dont ils m'avaient données. Donc, je voulais d'abord comprendre un peu. Et c'était très important pour moi, la description de la crise épileptique, parce qu'ils ont dit qu'elle a fait sa crise dans l'ambulance, en fait. Et ils m'ont décrit la crise. Ils m'ont dit, en fait, que Solange était allongée sur le brancard, le dos cambré en arc, vraiment. Elle avait les yeux fermés, les poings serrés, vraiment. Et, et elle avait vraiment elle avait les poings serrés, vraiment, et tout. Ils disaient que ils sentaient que tout son corps était contracté. Et là, vraiment, tout est devenu clair pour moi. Et là, ce n'était pas une crise épileptique. Pour moi, c'était une crise dissociative. C'est un problème psychique. C'est psychogène. C'est pas une crise épileptique au sens vrai, au sens propre, en fait. Et là, c'était clair. Pourquoi Solange était totalement consciente et orientée tout de suite après. Voilà. Donc, comme j'ai dit, la crise épileptique, c'est toujours la pointe de l'iceberg. Il faut comprendre pourquoi. Et même celle-ci, la crise dissociative, il faut comprendre pourquoi. Ce n'est pas un problème organique, mais c'est un problème psychique. Alors, là, j'ai pu comprendre, en fait, qu'est-ce qui n'allait pas chez Solange. J'avais déjà une idée, en fait. Et après, j'ai demandé aux ambulanciers, je leur ai demandé, vous m'avez dit au téléphone que Solange que c'était durant le transfert dans un autre hôpital. Elle était d'abord dans un autre hôpital et donc je voulais savoir pourquoi elle se trouvait dans un autre hôpital. Et là, ils m'ont dit, en fait, elle se trouvait dans un autre hôpital parce qu'elle avait ingéré volontairement un objet blessant.
Oh là, et là, tout est devenu plus clair. Alors, un, elle avait ingéré volontairement un objet blessant, et de deux, elle a fait une crise. Et donc, j'ai compris en fait que Solange, à travers ses gestes, et par ce comportement, par cette crise, exprimait vraiment une souffrance invisible. Donc peut-être elle était peu comprise, peut-être étouffée depuis longtemps, parce que ça c'est vraiment, ça c'est l'expression d'un poids vraiment. C'est un poids, c'est l'âme qui crie au secours. Aidez-moi, je suis en train de souffrir. C'est un signal d'alarme en fait. Et, et vraiment, quand l'âme crie, crie vraiment, c'est le corps qui subit les conséquences, comme vous pouvez voir. Donc, et c'est là alors que la phrase suivante prend tout son sens. Les émotions non exprimées sont comme un enfant enfermé dans un placard. Alors, imaginez-vous un instant que vous prenez un enfant et vous le mettez de force dans un placard. L'enfant, il ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce que l'enfant fera? Il va pleurer, il va crier, il va le frapper les poings contre les murs. Il fera tout pour attirer de l'attention, pour sortir de là. Parce que, en fait, il ne veut pas nuire, mais il veut tout simplement s'exprimer, il veut tout simplement être entendu. Et il en est de même avec nos émotions. C'est la même chose. Alors, si nos émotions, elles sont désagréables surtout, et nous les refoulons, nous les ignorons, euh, ou les étouffons, elles finiront par ressortir. Et quand elles ressortent pas toujours sous une forme que nous maîtrisons, parce qu'en fait, euh, seulement 10% de notre, 10% vraiment de notre comportement est contrôlé par le conscient. Vous voyez un peu? Et 80 à 90% est vraiment contrôlé par l'inconscient. C'est comme ça, parce que beaucoup de choses, la majeure partie des choses qui nous arrivent, notre façon de nous comporter, parfois, ça se passe de façon inconsciente. Certaines personnes pensent qu'elles réussissent à maîtriser, comme les Camerounais disent souvent, je maîtrise tout, tu ne maîtrises rien. C'est ça. Donc, on a 10% de conscience et 80 à 90% d'inconscient. Donc, si on essaie de refouler et bon, à un certain moment, on explose. Et comme j'ai dit, pas d'une façon maîtrisable. Alors, comment est-ce que cette pression interne là peut exploser? Alors, elle peut exploser ou imploser. On peut faire des crises d'angoisse, on peut avoir des douleurs inexplicables, on peut avoir des troubles du sommeil, une fatigue inexpliquée, la dépression. Et c'est là que nous allons de médecin en médecin. Et quand le médecin nous dit, oh madame ou monsieur, vos douleurs n'ont pas de cause organique identifiable, euh, là, on est dessus, on refuse de croire, on pense que le médecin est incompétent et on continue à aller d'un médecin à l'autre parce qu'on a l'espoir de tomber sur un médecin qui nous dira ce qu'on veut entendre. Mais la réalité, elle est assez simple. C'est que ce qu'on refoule, le corps finit par le crier. Et, et ceci, parfois, ça ressemble à une maladie. Pourtant, c'est pas vraiment c'est pas une maladie organique, mais c'est pas, qui n'est vraiment pas le cas. Donc, c'est le corps qui crie. Donc, c'est une alerte, en fait. Et dans certains cas aussi, on peut avoir des crises dissociatives, comme dans le cas de Solange. Comme chez Solange, elle a fait cette crise dissociative, c'est un signal d'alarme, c'est pas une crise épileptique, ça. Ouais. Alors, et ce jour, ma garde, elle était vraiment cool, elle était tranquille, et je n'avais pas vraiment beaucoup d'urgence, et j'avais du temps. Et Dieu merci, j'en ai eu besoin vraiment pour Solange. Parce que la crise qu'elle avait faite euh, montrait un problème plus profond. Donc, il fallait causer avec elle. Donc, et bon, je suis allée dans la cabine, j'ai rencontré Solange, je me suis présentée. Quand j'ai rencontré Solange, en fait, elle était vraiment dans une position un peu, je peux dire, pas très conforme, en fait. Elle était comme un morceau de bois sur le lit, elle avait les yeux serrés, fermés. Donc, un peu comme elle était dans un rapport de force avec quelqu'un. Elle ne voulait pas ouvrir ses yeux. Donc, je suis entrée, je me suis présentée. Je lui ai demandé pourquoi elle fermait les yeux. Elle n'a pas voulu parler avec moi dans un premier moment. Je me suis présentée comme médecin neurologue et tout. Après, c'était un moment, après quelques minutes, elle a ouvert ses yeux. Et quand elle a ouvert ses yeux, en fait, j'ai compris bon, que comme motivation, peut-être un peu d'espoir, que bon, peut-être il y a quelqu'un qui peut m'écouter.
Et donc, elle a ouvert les yeux. Euh, la, la, la première phrase, la première question qu'elle m'a posée, mais docteur, vous ne me donnez aucun traitement, vous ne me donnez pas un médicament. Je lui ai répondu calmement, je lui ai dit non, Solange, ce que vous avez vécu n'était pas une crise d'épilepsie, ok, au sens neurologique, mais c'est ce qu'on appelle une crise dissociative. C'est une alarme de votre âme, un signal que votre psychisme souffre, en fait. Et là, j'ai vu la déception sur son visage. Et la déception, en même temps, cette déception était accompagnée d'une colère, je vous dis, une colère. Elle m'a répondu, oh mère, je suis malade, je ne vais pas bien, je viens de faire une crise et vous ne me donnez rien. Et elle était vraiment énervée. Bon, je lui ai dit, c'est vrai, vous avez raison, vous ne vous sentez pas bien, mais votre corps ne réclame pas un médicament, il réclame de l'écoute. Et si vous êtes d'accord, je suis disponible, on peut causer. Et c'est là alors qu'elle s'est effondrée en larmes et elle a crié. Vraiment. Donc elle était comme un lion enragé. Elle dit, Euh, je déteste mes parents, je déteste mes collègues, mon ex, et même vous d'ailleurs. Personne ne m'a jamais aimé et personne ne m'a jamais considéré. Oh, j'ai dit, et qui est? Là alors c'est mon accent camerounais qui est revenu. J'ai dit, maman, Sarah, et ma pas est venue aujourd'hui. J'ai dit, merde, alors franchement, j'ai dit, oh, mais pas quoi dans tes problèmes, ma chérie. On se connaissait avant, tu me détestes que. Bon, là, je me suis rappelé, j'ai dit au Seigneur Jésus, parfois quand tu veux aider les gens, parfois tu reçois. Et cette colère, j'ai compris qu'elle n'était pas adressée à moi. Après, je n'étais qu'une victime, je peux dire. Après un moment de pause, j'ai compris, j'ai pris du recul et j'ai inspiré. Et je suis revenue dans la cabine où elle se trouvait. Donc, et là, alors, j'ai pu développer de l'empathie pour Solange. Donc, quand je l'ai regardée, j'ai vu vraiment dans ses yeux, je suis allée au-delà de sa colère. Non, j'ai vu vraiment une femme blessée, une âme fatiguée, une femme qui avait besoin immense d'amour, de reconnaissance, de respect. Bon, des besoins tout à fait universels et humains, mais chez elle criant, en fait. Et et j'ai aussi compris que sa crise était un moyen inconscient d'attirer l'attention. Mais alors, une question s'imposait à moi. Je disais, ok, j'ai dit, ok, c'est vrai, même si Solange elle a des besoins non comblés depuis son enfance, est-ce que faire des crises ou ingérer volontairement des objets blessants est une solution au problème? Non, pas tout à fait. C'est pas la solution. C'est clair entre nous que ce n'est pas la solution. Euh, Elle avait besoin d'écoute. Et en même temps aussi, il y a une question qui m'est passée à l'esprit. J'ai dit, elle a besoin d'écoute, mais dans le siècle dans lequel nous vivons, où les gens courent à gauche, à droite, l'humain perd de plus en plus sa valeur. On court derrière les investissements, derrière l'argent, on court ici, on court là-bas. On a peu de temps parfois pour soi-même et par conséquent aussi peu de temps à consacrer aux autres. Et vraiment, c'était difficile. C'était difficile et bon, j'ai dit, ok, good. Pour l'instant, je suis là, je vais essayer de faire ma part. Et je ne peux pas changer le monde, j'essaie de faire quelque chose à mon niveau, ma contribution. Et à l'instant, elle avait besoin d'écoute. Donc, je lui ai proposé de l'écoute, un entretien. Elle était vraiment, elle était soulagée. Ça, j'ai pu l'observer dans ses yeux. Par ce petit sourire là, j'ai pu voir vraiment qu'elle était soulagée de voir qu'il y avait une personne disponible à causer avec elle. Mais alors, une autre question qui m'est passée à l'esprit, ok, oui, je vais l'écouter, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ça, c'est important, parce qu'il faut bien qu'au terme de cette conversation, elle puisse être enrichie, que ça puisse impacter sa vie, qu'elle puisse changer quelque chose, que quelque chose puisse changer. Ok, donc en fait, c'était ça. Donc c'est vrai que moi-même, j'étais aussi un peu, je me suis sentie un peu dans l'insécurité. Et j'ai été sincère avec elle dès le départ. Je lui ai dit, je ne suis pas un psy. C'est vrai que je pouvais te dire, c'est trop facile, va voir un psy. C'est vrai que ce n'est pas sûrement de la première fois. Elle me dit, oui, oui, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Mais j'avais besoin de clarifier avec elle au départ que je ne suis pas un psychiatre et je ne suis pas un psychologue, mais je pourrais partager avec elle mon espérance de vie, mes astuces, comment je fonctionne. Euh, Peut-être ça pourrait l'aider.
Et, et là, elle était d'accord et elle m'a autorisé à la tutoyer. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le fait de l'avoir tutoyée, ça nous a rapprochés. Ok. C'était vraiment, c'était bien, ça nous a rapprochés, ça m'a permis de mieux la comprendre aussi. Alors, Solange, vraiment, son histoire, elle m'a raconté une très longue histoire, mais j'ai envie de résumer un peu ce que Solange m'avait dit, pour ne pas, je vais être un peu concise. Alors, Solange, en fait, elle avait grandi dans la violence. Donc, quand ses parents se sont séparés, sa mère a sombré dans l'alcool, elle a donc été placée en foyer par les services sociaux dès son bas âge jusqu'à ses 18 ans. Puis elle a rencontré un homme, quand elle avait 20 ans, qui ne l'a pas respectée, selon elle. Vraiment, on voyait que la vie ne l'avait pas fait de cadeau. C'était vraiment dur, mais elle avait besoin d'être écoutée. Donc j'ai pris le temps pour elle. Je lui ai expliqué. Alors, bon, je lui ai expliqué qu'après son récit, que je la comprenais très bien et que je comprenais toute la colère qui l'animait et que cette colère venait sûrement d'un sentiment d'abandon, de rejet, de non-considération, de manque d'amour et peut-être aussi de manque de reconnaissance. Et que oui, c'est vraiment terrible, mais on ne peut pas vivre dans le passé. C'est possible de retourner l'histoire. C'est possible. Et qu'elle a juste besoin de volonté. Ouais. Et je lui ai dit, parce qu'elle avait beaucoup de colère en elle, beaucoup de colère, et je pense que cette colère, c'est là depuis son enfance. Et vu qu'elle a parlé de ses parents, j'ai commencé par là. Parce que la famille, c'est la base de chaque société. C'est la base de chaque société. C'est dans la famille qu'on s'édifie mentalement. C'est là que se forme, qu'on tire nos forces. C'est là que se forme, comment dire, notre consolidation mentale. Ouais. Et c'est là quand il est force pour affronter tous les challenges de la vie, nos valeurs et tout, c'est important. Et elle, malheureusement, n'avait pas vécu cela. Et, et elle en voulait énormément à ses parents, énormément. Et la première chose que j'ai trouvé à lui dire, c'était que qu'on ne donne que ce qu'on ne reçoit, hein. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et que peut-être, quelque part, ses parents aussi, eux-mêmes étaient des victimes qu'eux-mêmes ils avaient grandi dans la violence, dans le manque d'amour, et donc ils ne pouvaient pas lui donner ce qu'ils n'avaient jamais reçu. Et par conséquent, je lui ai dit, si elle parvenait à penser à cela, à penser un peu ainsi, elle pourrait peut-être développer de l'empathie envers ses parents et peut-être commencer à leur pardonner. C'est très important et ce serait un premier pas vers la guérison. Car le pardon, vraiment, est une force qui libère. Et ça libère vraiment. Et la deuxième chose que j'ai dit à Solange, je lui ai dit, soyons, c'est une phrase c'est une citation je cite, de Gandhi. Il dit, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Voilà. Donc ça veut dire, si tu veux qu'on t'aime et qu'on te donne de la valeur, commence par t'aimer toi-même. Parce que ingérer un objet blessant, c'est pas une preuve d'amour. On prend soin de ce qu'on aime. Et si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible de le faire. La première chose, c'est une décision personnelle et on peut se faire accompagner pour atteindre cet objectif-là. Et j'ai dit à Solange, je lui ai dit qu'elle a de la valeur, même si ses parents, ses collègues ou bien son ex n'ont pas su voir sa valeur, ça ne signifie pas qu'elle n'a pas de valeur. Voilà. C'est juste ce qu'elle pense, mais ce qu'elle pense ne reflète pas toujours la réalité. Ce qu'on pense ne reflète pas toujours la réalité. Donc je lui ai dit, Solange, tu sais, Dieu, dans sa sagesse, a déposé en chacun de nous quelque chose d'unique, de précieux et de spécial. Il ne crée personne au hasard. Ce que tu es et ce que tu portes, ce que tu vis, tout cela a un sens. Le simple fait que tu sois encore là aujourd'hui, malgré tout ce que tu as traversé, est une preuve de force et de résilience. C'est vrai que le monde essaie parfois de nous faire croire que notre valeur dépend du regard des autres, de l'évaluation des autres, mais la vérité, c'est que notre valeur, elle ne dépend pas de cela, mais notre valeur est intrinsèque. Donc ça veut dire, elle vient de nous, de l'intérieur. Elle vient de ce que Dieu a mis en nous. Et c'est très important, et là, c'est très important d'en être conscient de cela et de détecter cela. Du moment où on est conscient de cela, on a détecté cela, on peut s'aimer. C'est très important.
On peut s'en foutre si l'autre dit que nous sommes cons, vu que nous savons que nous ne sommes pas cons, qu'on a de la valeur. C'est ce qu'il pense, mais c'est son point de vue, mais ce n'est pas une réalité. Donc, c'est un peu ça. Parce que si on veut s'aimer en fonction des évaluations de l'entourage, on sera comme une marionnette. On aura notre humeur, ira en dents de scie, je veux dire. Parce que lorsqu'on nous dira, on sera accro des compliments, de la reconnaissance et tout et tout. Donc, lorsqu'on nous dira, oh non, vous n'avez pas de valeur, vous êtes qu'un con et tout, on se sentira déprimé. Et si demain on nous dit, oui, vous êtes bien, vous êtes, je ne sais pas trop, là on se sent content. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes des êtres humains. Donc, c'est très important de comprendre cela, que notre valeur, elle est intrinsèque et elle dépend de ce dont Dieu, cette chose spéciale que Dieu a mis en nous et que chacun doit détecter. Chacun doit pouvoir détecter cela, être conscient et pouvoir détecter cela. Et de la même façon, comme Dieu a mis en nous quelque chose de spécial, il a aussi fait de telle sorte que chacun manque de quelque chose. Nous ne sommes pas des êtres accomplis. On a des dons, on a des talents, mais on a aussi des manquements, des défauts. Et, et, et nous sommes tous différents. Ça, c'est ce qui fait vraiment la beauté de la nature humaine. C'est important. Nous sommes tous différents et complémentaires. Ouais. C'est pas pour qu'une personne puisse se dominer sur l'autre, mais qu'on puisse se compléter. Et c'est ça qui nous pousse à aller vers l'autre. Parce qu'on sait, on manque quelque chose que l'autre a et avec ça, on pourra se compléter. Donc, c'est très important. Et une autre chose aussi, c'est important de savoir que ce n'est pas dans l'isolement qu'on s'épanouit, mais c'est dans la relation. Poser une question à Solange, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait comme métier. Et elle me répondit, bon, moi je ne suis qu'une caissière dans un supermarché. Je lui ai dit, Solange, tu ne peux pas dire que tu n'es qu'une caissière dans un supermarché. Ça veut dire, alors, moi je vois là une femme battante. Donc malgré tout ce que tu as traversé, que tu as vécu, tu as réussi à te faire une place dans la société. Et elle a été surprise, en fait, je lui ai dit, c'est très important. C'est très important de regarder un peu, de quitter son nombril, de regarder un peu autour de soi. Il ne faut pas être égocentrique. On peut mieux apprécier la vie si on réduit notre égocentrisme. Alors, je dis cela pourquoi en fait, parce que selon il y a des personnes, moi je connais des personnes qui ont traversé ce que tu as vécu, mais ces personnes ont fini dans la drogue. Ces personnes sont la charge du gouvernement. Ces personnes sont des dangers sociaux. Mais toi, tu es une personne utile à la société. Tu n'es pas un danger social, tu es une personne utile. Et elle était vraiment très, très surprise. Je lui ai dit, si tu es caissière, ça veut dire que tu as été choisie parmi tant d'autres candidats. Il y a eu plusieurs candidats, il y a une offre, ça veut dire qu'il y a une offre d'emploi. Il y a eu plusieurs demandes, il y a eu plusieurs candidats avec qui on a fait des entretiens. Et parmi tous ces candidats, tu as été retenu. Donc ça veut dire quelqu'un a vu quelque chose, a vu en toi une personne fiable, une personne honnête, une personne ponctuelle, professionnelle. Et là, ce sont des valeurs et tu devrais en être fier. Et une autre chose, je lui ai aussi dit, Solange, tu m'as parlé de ton ex. Tu as dit que tu détestes ton ex. Ça veut dire que si tu as un ex, ça veut dire qu'un homme, il fut un moment de la vie, un homme est tombé amoureux de toi. Et s'il est tombé amoureux de toi, c'est parce qu'il avait vu quelque chose en toi qui l'a marqué, qui l'a attiré vers toi. Et c'est ce qui signifie que toi aussi, tu as quelque chose à offrir aux autres. Autrement dit, tu as aussi de la valeur. Même si la relation s'est terminée, cela ne veut pas dire que tu es sans valeur. Et là, Solange, elle me répondit, ouais, si j'étais si spéciale, il ne m'aurait jamais quitté. Alors, je lui ai dit, Solange, tu dois faire attention parce qu'en fait, une relation, elle ne se termine pas toujours parce que l'un n'est pas assez bien. Mais une relation peut aussi se terminer parce que l'autre n'est pas prêt. C'est ça. C'est vrai, tu dis, il t'a quitté, tu as ressenti du rejet. Euh, mais ça peut être aussi, ça c'est ton interprétation qui ne reflète pas la vérité. C'est pas forcément la vérité, c'est ton interprétation. Il se peut par exemple que ce garçon ait vu quelque chose de beau et de fort en toi, mais qu'au moment où la relation est devenue sérieuse, où il aurait fallu parler d'avenir, de mariage, d'engagement, il a eu peur. Pas de toi, mais
de ses propres limites à lui, de son insécurité ou peut-être même de reproduire un schéma qu'il a lui-même vécu dans le passé. On dit un blessé de guerre ne peut que faire un blessé de guerre, comme on dit chez nous en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Et crois-moi, il y a des personnes honnêtes, c'est pas toutes les personnes qui sont malhonnêtes, il y a des personnes honnêtes qui vraiment, quand elles se sentent qu'elles ne peuvent pas aimer de manière saine, elles préfèrent partir. Non pas parce qu'elles te méprisent, mais justement parce qu'elles ne veulent pas te blesser davantage. Donc, arrête de croire que tout est de ta faute. Ce n'est pas toujours toi le problème. Parfois, ce sont les blessures inguéries des autres qui les empêchent d'aimer correctement. Donc, et puis, elle s'exclame, elle me dit, ah oui, ça c'est vrai, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit qu'il n'était pas prêt et tout. Je dis, bon, ouais, il t'a dit, mais tu n'as pas cru. Comme on dit chez nous au Cameroun, les filles, vous aimez quand vous mente. Vous aimez le mensonge parfois. Et et puis ensuite, elle s'exclama, je ne ferai, d'ailleurs, je ne ferai jamais d'enfant, je n'ai rien offert, je ne veux pas transmettre ma douleur. Je lui ai dit, c'est vrai, c'est légitime, je comprends ta position, elle est légitime, mais tu peux plutôt dire ceci, je ne veux pas d'enfant pour le moment parce que j'ai besoin de prendre soin de moi. Et plus tard, quand j'irai mieux, je pourrai offrir à un enfant ce que je me serais offert à moi-même, ça veut dire l'amour. Ainsi, tu pourras briser cette chaîne de haine qui risquerait de se transmettre de génération en génération. Donc, c'est très important que tu puisses formuler cela ainsi. Et ensuite, elle me demanda, oui, oui, quand j'aurai trouvé ma valeur, mes talents, j'en fais quoi de tout cela? Bon, je lui dis, tu les développes. Tu peux développer ces talents et en les développant, tu verras que tu deviendras une lumière pour les autres et aussi pour toi-même. Ouais. Et puis elle me dit, ça s'évade comme réponse. Je les développe, je fais comment développer. Bon, je veux un exemple concret. J'ai dit, bon, Solange, alors, on se tutoie, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Ok? Je lui dis, aujourd'hui, je suis médecin aujourd'hui parce que j'ai découvert, par la grâce de Dieu, j'ai découvert très tôt que je me prends soin des gens. Et j'étais très curieuse, je voulais savoir comment le corps humain fonctionne. Et j'ai transformé, comment dire, ce don que j'avais en cette vocation. Et je suis médecin aujourd'hui. Et, et elle me dit, bon, et vous, elle m'a posé encore une autre question, et vous ne ressentez jamais un manque de reconnaissance? Je dis bien sûr que si j'ai, parfois, bien sûr que le besoin de reconnaissance, il est humain. Parfois, je le ressens, je suis honnête. C'est un besoin humain. Chaque humain a besoin d'être reconnu. Ce que tu ressens, si c'est ce que tu ressens, ce n'est que normal et valable. Tu n'as rien d'anormal ni de fragile. Tu es simplement humaine et avec des émotions, des besoins qu'il est important d'écouter et que l'on soit président, ministre, médecin, caissière, femme de ménage, ingénieur ou femme au foyer, amie, sœur, nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons besoin d'être senti, de se sentir valorisé, respecté, reconnu pour ce qu'on fait. C'est très important. C'est vrai que malheureusement, la réalité dans laquelle on se trouve actuellement, c'est un peu parfois, c'est triste en fait, parce que parfois on ne reçoit pas toujours la gratitude et la reconnaissance, surtout de la part de nos supérieurs hiérarchiques. Il y a beaucoup de personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes dans le travail, mais malheureusement ne reçoivent ni merci, ni regard, ni considération. Et ça fait vraiment mal, c'est une souffrance. Et moi, j'ai compris quelque chose et j'ai appris quelque chose, Solange, et j'aimerais partager cela avec toi. C'est très important. Parce que comme je te l'ai dit au préalable avant, que notre valeur ne dépend pas de l'évaluation des autres. On ne doit pas être accro à cette reconnaissance. Avec le temps, j'ai compris en fait qu'on peut se gratifier soi-même, on peut s'offrir soi-même cette reconnaissance. Sinon, notre humeur ira en dents de scie et on ne peut pas vivre comme ça. Alors, je lui ai pris un exemple. Je lui ai dit, Solange, je suis médecin. Moi, par exemple, quand j'aide un patient et que je vois qu'il va mieux, même s'il ne me dit pas merci, même si mon chef ne le remarque pas, je ressens une paix intérieure. Parce que je sais que j'ai fait du bien, j'ai impacté une vie et ça, c'est une forme de reconnaissance, de récompense et de reconnaissance que je me fais à moi-même. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de l'estime de soi, c'est apprendre à voir la valeur de ce qu'on fait, même quand personne ne nous applaudit. C'est important de reconnaître cela.
Et toi aussi, je suis sûre que dans l'exercice de ta profession de caissière, tu as sûrement déjà eu un épisode pareil dans ta vie, dans une de tes journées. Et peut-être tu as déjà eu une cliente tu as lu peut-être un sourire sur le visage d'une cliente après lui avoir rendu un service et tout. Et ça, c'est une façon aussi de manifester sa reconnaissance et tu devrais t'en nourrir de cela. Et c'est très important. Et puis elle me dit, moi je ressens pas ça. Tout ce que vous dites là, moi je réponds, je ressens pas ça et moi je trouve ça vraiment très insignifiant. Je lui dis, c'est vrai, ça peut être minime, mais si tu t'en nourris, tu verras que ça aura un grand effet. Tu trouves ça, cela peut être insignifiant parce que peut-être tu es plus concentré à voir ce que tu n'as pas et à voir ce qu'ont les autres, au lieu de voir ce que tu as déjà accompli. C'est très important. C'est très, très important. Comme on dit parfois, l'herbe du voisin, elle est toujours verte. Elle est toujours plus verte que la nôtre, mais c'est pas ça en fait. Essaye de prendre le temps pour toi de regarder quelle est ta valeur. Chaque être humain a une valeur, c'est important. Malheureusement, mon téléphone a sonné et une autre urgence m'attendait. Mais avant de partir, Solange, elle m'a dit merci, merci docteur. Je me sens énormément soulagée. Je vais essayer de prendre en considération notre conversation. Et là, j'ai pu lire, voir un petit sourire dans ses yeux. Ce sourire-là, c'était pas juste de la politesse pour moi, c'était le début d'une véritable guérison. Je lui ai répondu avec sincérité, je lui ai dit, le fait de te voir soulagée me touche profondément, Solange. Cela nourrit mon propre besoin de reconnaissance, un besoin très humain, et renforce davantage ma confiance en moi. C'est de ça qu'il s'agit, comme on dit au Cameroun. Et cette conversation, vraiment, en ce moment, elle était juste entre nous trois. Et puis, elle ouvre les yeux et me dit, mais comment? Je viens un peu l'été intriguée, mais comment nous trois? Je lui ai dit, si, entre toi, moi et Dieu. Tu vois, dans cette pièce, il n'y avait ni collègue, ni supérieur hiérarchique. Pourtant, je me sens gratifiée et ainsi mon besoin de reconnaissance est comblé. Et je ne rechercherai pas une autre gratification ultérieure de leur part, car euh, je me sens déjà comblée, je suis touchée. Pas seulement parce que ce que tu m'as dit merci, mais surtout parce que ton sourire et tes paroles expriment déjà ton soulagement. Et c'est cela qui compte énormément pour moi. Non pas c'est pas pour m'enorgueillir, tu dois le savoir, mais parce que je constate que j'ai pu d'une manière ou d'une autre impacter positivement ta vie en cette soirée. Et cet impact, pour moi, se manifeste par ce sourire-là. Pour moi, c'est le plus beau des remerciements. Alors, la rencontre avec Solange, vraiment, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et j'aimerais vraiment partager avec vous certaines choses importantes à retenir. Alors, première chose, le corps parle quand l'âme souffre. Ça, c'est très important. Tout ce que les non-dits, la colère, ceci, tout ce qu'on refoule, le corps, tôt ou tard, il le réussit. Ça sort comme ça sort. OK? Donc, pour dire, ce qu'on ne dit pas avec des mots, M-O-T, le corps peut l'exprimer par des mots, M-A-U-X. C'est très important. Et une autre chose, écouter, c'est déjà soigner. Parfois, une oreille bienveillante vaut plus qu'un médicament. Et comme l'un de mes anciens chefs m'avait dit, c'est la moitié du traitement. Tu peux t'épargner beaucoup de travail juste avec après un entretien avec un patient. C'est très important. Et puis une autre chose, nos blessures ne nous définissent pas. Tout est dynamique dans la vie. Rien n'est statique. OK? À l'instant T plus 1, tu peux être Christ, mais à l'instant T plus 10, voilà, tu peux danser, il y a un temps pour tout dans la vie. Mais c'est important de savoir que c'est une décision, ça doit être intentionnel. C'est très important. Une autre chose, le pardon libère. Le pardon libère. C'est important. Notre valeur à nous, elle ne dépend pas de l'évaluation des autres, mais elle est intrinsèque. Elle dépend
de ce que nous sommes en profondeur. Et nous devons être conscients de cela parce que Dieu a mis en nous, en chacun de nous, quelque chose de spécial. Et c'est important d'être conscient de cela et de détecter quelle est cette chose spéciale-là. Et une dernière chose, le changement commence par soi. S'aimer, se respecter, se reconnaître, c'est le premier pas vers une vie meilleure. C'est très important. Personne ne viendra changer les choses à ta place. L'autre peut t'accompagner dans ce processus de changement, mais il ne peut pas te changer. On ne change pas un être humain. Un être humain change s'il veut. J'entends toujours des gens dire nous, c'est la Camerounaise, est là, oh oui, je veux l'épouser, je veux le changer. Non, c'est pas un problème. Ou bien nos frères Camerounais, non, non, quand je veux l'épouser, elle va changer. Non, 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 non. Ça, c'est chercher la AVC, ma soeur. Mon frère ne cherche pas la AVC. Parce que l'être humain, on ne le change pas. Il change s'il veut. Même Dieu qui a créé l'être humain, il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis. Choisis le bien pour avoir une belle vie. OK? Donc, Dieu ne dit pas, je viens te changer. Et Dieu vient, il te change si tu l'invites, si tu décides de l'inviter à te changer. C'est la même chose aussi avec les, c'est la même chose avec les êtres humains, c'est la même chose. Donc, c'était tout. Aimer, partager massivement, c'est très important. Et abonnez-vous. Mettez vos critiques aussi, c'est important parce que les critiques, ça aide vraiment à s'améliorer. À la prochaine et bye bye. Tchuss!